Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Carola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Le profiling est un mot qui véhicule énormément de fantasmes, notamment à cause des séries TV. Et on imagine tous que c'est quelque chose qui se situe entre les services secrets, c'est-à-dire les barbouzes, et une série que nous connaissons en général tous, surtout nos jeunes, qui est Le Mentaliste. En fait, c'est quelque chose qui est à la fois beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus structuré. Le mot est devenu à la mode à cause de l'analyse des personnalités des serial killers. Donc on cherche qui fait le crime, mais en fait, ce n'est pas toujours qui fait le crime, c'est plutôt comment on recherche de l'information et surtout comment on structure de l'information en général légale et ouverte pour pouvoir nous en servir. Alors le profiling, c'est quelque chose qui, à mon avis, est particulièrement utile et il est utile de savoir comment l'utiliser quand on est une société qui démarre ou quand on démarre une démarche commerciale, quelle que soit la taille de la société, si on veut aller sur un nouveau segment, si on veut aller sur un nouveau pays, si on veut faire une fusion, si on veut s'étendre ou si tout simplement on veut démarrer sa boîte. Et puis on peut prendre cette idée et cette structure de profiling pour la quelque part dégrader et l'utiliser dans tout ce qui est démarche réseau, à la fois en amorçage et en structuration de la démarche réseau. Mon invité aujourd'hui est un grand spécialiste du profiling, il s'appelle Éric Ledelay et il a travaillé à peu près toute sa carrière à la fois dans la négociation et la gestion des conflits. Il est professeur à l'école de guerre économique, moi je suis très impressionnée, et il a toujours eu une double casquette qui était à la fois enseignant et chercheur sur ces matières, et il a travaillé à la fois pour Neoma et l'IGS, et il est aussi un serial entrepreneur, c'est-à-dire qu'au cours de sa carrière, et il continue, il a mis en œuvre les théories qu'il enseignait à ses élèves. Éric Ledelay, bonjour. Bonjour Mireille. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, pour moi qui suis quand même un peu une néophyte, sur le profiling et comment on l'utilise ou qui l'a utilisé dans ces dernières années. Alors on va pas revenir au départ des négociations du XVIIe siècle, même si c'était intéressant, mais dans les 20-30 dernières années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui l'a utilisé et comment et pourquoi ? Alors d'abord, le profiling ou le profilage. Oui, excusez-moi, vous avez raison, le profilage. Si on le fait en français, le profilage, tout le monde l'utilise, tout le monde en fait. Ça a été principalement utilisé par les États, par les services d'espionnage, ce que vous rappeliez tout à l'heure. Mais avec la démocratisation de l'information, avec l'arrivée d'Internet, finalement, tout le monde peut faire du profilage. Je m'explique. Un bon professionnel, avant l'arrivée d'Internet, jusqu'en 95-2000 à peu près, un bon professionnel, c'est celui qui arrivait à trouver l'information. Oui, parce que l'information était rare et les sources étaient compliquées à trouver. Donc est-ce qu'on fait, on payait des gens qui allaient chercher cette information ? On payait des gens qui arrivaient à trouver l'information, ou on passait principalement par du renseignement humain, c'est-à-dire que les relations humaines étaient extrêmement importantes et on connaissait forcément quelqu'un qui connaissait la personne qu'on voulait cibler. D'accord. Mais c'était extrêmement compliqué d'obtenir l'information. Et puis Internet est arrivé, Internet a démocratisé l'information. L'arrivée d'Internet est à l'information ce que l'imprimerie est au savoir. Et à ce moment-là, tout le monde a eu accès à l'information. Et le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est pas tant d'obtenir l'information, puisqu'en fonction de l'âge ou de la carrière, on peut arriver à reconstituer la vie de n'importe qui en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. L'information est partout. Le problème, c'est d'arriver à structurer cette information et d'arriver à en faire quelque chose de cohérent. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter deux choses. Ça permet d'abord d'éviter un certain nombre de biais psychologiques. C'est-à-dire que vous avez rendez-vous avec une personne, oui. Vous voulez aller la rencontrer, vous allez vaguement chercher sur Internet, sur Google et sur LinkedIn, vous allez voir... Les deux basiques. Exactement. Vous allez voir qu'elle a fait telle école ou qu'elle a tel trait de caractère.
Et puis votre cerveau tout seul va se dire, ah bah tiens, du coup, si elle a fait telle école ou qu'elle a tel trait de caractère, ça veut dire qu'elle ressemble à telle personne que j'ai connue il y a 15 ans. Je vais ranger dans une case automatiquement. Exactement. Je la range dans une case sans m'en rendre compte. Exactement. D'accord. Alors que le problème, c'est que l'humain est extrêmement complexe et que forcément la personne que vous allez rencontrer n'est pas la copie conforme de celle que vous connaissiez il y a 15 ans et qui était une autre personne. Bien sûr. Et que c'est pas parce qu'elle partage un trait de personnalité que forcément c'est la même personne. Donc ça permet d'éviter de faire des erreurs. Est-ce que vous avez un exemple d'erreur monumentale qui a été évitée de cette façon-là, en faisant une analyse plus poussée et plus structurée ? Je peux vous raconter une petite histoire. Oui. On était sur un gros appel d'offres et vous savez quand on fait des appels d'offres et quand les enjeux sont conséquents, du coup on prépare extrêmement et notamment on essaie de déterminer le profil des décideurs et de déterminer qui sera exactement. Est-ce que c'est la personne qui parle ou est-ce que c'est le petit monsieur au fond de la salle exactement. Qui ne dit rien? Bien sûr. C'est souvent le cas. Bien sûr. Et on avait déterminé que le décideur c'était le numéro 2 de l'entreprise, qui était une filiale française d'une boîte anglaise. Et on s'interrogeait pour savoir pourquoi la personne s'habillait de manière un peu excentrique, avec des vestes colorées, une veste verte, une chemise jaune, un pantalon violet et des grosses lunettes de publicitaire. Parce que ça pouvait avoir un enjeu, puisque c'était lui qui était décisionnaire et qui serait à la soutenance de l'appel d'offres. Donc est-ce qu'il fallait faire quelque chose de très structuré? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus azou? Voilà. Donc on avait mis plein d'hypothèses. Est-ce qu'il venait du monde de la pub et que du coup il affirmait sa différence comme ça? Est-ce qu'il était proche du conseil d'administration anglais et que du coup il affirmait son autorité? Bref, il y avait plein d'hypothèses. Et en fait, on a eu l'information en interne qui était que la personne était à la fois célibataire, donc elle avait personne pour l'aider, et daltonienne sévère. Donc finalement, le matin, il s'habillait sans trop savoir ce qu'il mettait et visiblement, c'était absolument pas un problème pour lui. Là où ça permet d'éviter une erreur, c'est quand vous arrivez en soutenance d'appel d'offres et que vous avez préparé des très beaux slides. Si vous avez mis plein de couleurs dessus, forcément, il ne verra rien et donc vous ne l'aurez pas. Donc vous avez travaillé sur des nuances de gris. Donc on a fait noir, blanc et c'était tout. Est-ce que vous avez gagné l'appel d'offres? Alors on a gagné l'appel d'offres. Et vous pensez que c'était une partie importante? Je sais pas, je sais juste que vous avez limité les risques. L'avait fait, on a limité les incertitudes en fait. On a limité les incertitudes et limité les risques. Et donc c'est ce genre de petits détails qui permet parfois de gagner beaucoup. Si vous ne savez pas que Zuckerberg ne voit que le bleu, vous ne comprenez pas pourquoi Facebook est bleu. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la deuxième étape, c'est que pour éviter ces biais psychologiques que le cerveau se crée, automatiquement, l'intérêt du profilage, c'est de rassembler le plus de signaux faibles, de petites briques possibles, qui permettent finalement d'agréger un profil extrêmement complexe, puisque chaque humain est complexe et unique. Sûr. Et donc, il faut essayer d'agréger le plus de signaux faibles possible pour construire le profil de cette façon-là et éviter éviter de se fourvoyer en imaginant, en mettant quelqu'un dans une case. J'imagine que... Alors, d'abord, quelles étaient les entreprises qui ont le plus utilisé ça? Je pense que les entreprises à fort contrat et à fort niveau de confidentialité, probablement l'armement et toutes les entreprises nationales, le font absolument systématiquement. On profile quoi? On profile les organisations, on profile les gens dans l'organisation, on profile les deux. Qu'est-ce qu'on recherche et comment? On profile les gens, on profile les organisations, on profile les concurrents, on profile les gouvernements. Il n'y a pas en fonction des enjeux, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire sur le profilage. Vous avez un rendez-vous demain avec votre banquier pour négocier un prêt immobilier. Est-ce que c'est intéressant ou pas de savoir qui est votre banquier et qu'est-ce qu'il aime? Moi, j'ai souvenir d'une de mes conseillères bancaires qui adorait le handball. Est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va pas s'en servir? Ça, c'est dans un deuxième temps que ça arrive, de savoir comment on va utiliser l'information. Mais dans un premier temps, c'est quels éléments est-ce que je peux avoir sur la personne que j'ai en face? Pas pour essayer de la manipuler, pas pour essayer de l'influencer, juste pour faire en sorte que les arguments que je vais lui présenter fassent écho et résonance par rapport à ce qu'elle pense et ce qu'elle est. J'imagine qu'avec tout ce qui est big data, intelligence artificielle et autre chose du genre, on doit être sur un univers qui s'ouvre de façon absolument infinie sur le type de signaux faibles qu'on peut récupérer sur les personnes. Exactement. Alors, ça va... toutes les lois sur la protection personnelle viennent au naturellement. Milieu. De quelle façon, je ne sais pas. Disons que ça va modifier la façon dont l'homme apporte sa valeur ajoutée. Je m'explique. Je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le fait que il y a encore 25 ans, un bon professionnel, c'est celui qui arrive à trouver l'information parce que l'info était rare. Tout à fait. Aujourd'hui, mais c'est quasiment déjà plus le cas, aujourd'hui, un bon professionnel, c'est celui qui arrive à analyser l'information correctement.
C'est-à-dire qu'on a des flux d'informations partout. Quand vous tapez les bons mots-clés sur Google ou sur LinkedIn, finalement, c'est pas très compliqué d'arriver à récolter l'information. Encore faut-il l'analyser. Jusqu'à la 4e, 5e, 6e page. C'est juste sur la première. Il faut déjà commencer par ça. Mais c'est pas très compliqué d'analyser l'information. Oui. Et avec l'arrivée du big data et de l'intelligence artificielle, alors les machines sont encore particulièrement stupides aujourd'hui, mais elles avancent très vite. Bien sûr. Vraiment, la rupture qui fait que l'intelligence artificielle arrive, c'est à peu près 2013. Quand vous regardez, amusez-vous à faire un Google Trends en tapant machine learning ou deep learning, et vous verrez que le décollage se fait en 2013. Complètement exponentiel à partir de fin 2012, début 2013. Et donc, on peut supposer que dans un avenir pas très lointain, les machines seront capables d'analyser l'information et de nous la mâcher toute crue, de nous la donner mâchée et pré-mâchée. Et donc, la question sera de savoir qu'est-ce que l'homme, finalement, si le bon professionnel, c'est plus celui qui arrive à trouver l'information, c'est plus celui qui arrive à l'analyser correctement, ou est-ce que le bon professionnel aura de la valeur ajoutée ? Et en fait, l'homme aura toujours de la valeur ajoutée sur la manière de rendre opérationnelle cette information analysée. Ce que je veux dire, c'est que, prenons l'exemple du recrutement, par exemple. Oh oui. Avant Internet, on avait des cabinets spécialisés qui avaient leur valeur parce que c'est eux qui avaient l'information. Et c'est eux qui suivaient les gens pendant toute leur carrière. Exactement. Et quand un professionnel était, alors on ne va pas donner les noms de cabinet à l'antenne, mais il venait dans des 5 grands ou des 10 grands parisiens, on savait que la personne avait été vérifiée psychologiquement, vérifiée en termes de référence, et qu'elle ne ferait pas quelque chose qui nuirait à la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus complexe. C'est plus complexe et puis surtout tout le monde peut le faire. C'est-à-dire qu'en quelques mots-clés sur LinkedIn, vous pouvez parfaitement réussir à trouver le bon profil et à analyser correctement. Là où l'homme aura toujours de la valeur, c'est sur la façon de rendre opérationnel. C'est-à-dire quand vous rencontrerez la personne pour la première fois, c'est pas parce que vous l'avez identifié, que vous l'avez ciblé, que vous saurez quoi lui dire. Vous saurez comment vous comporter vis-à-vis exactement. d'elle. Et au moment de lui serrer la main, au moment de lui dire bonjour, au moment de lui donner envie de venir travailler pour vous ou de venir travailler avec vous, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Et c'est là que le profilage prend tout son sens. C'est là que la personnalité finalement que vous aurez réussi à extraire vous permettra d'avoir les meilleurs arguments possibles. Qu'est-ce que, vous m'avez dit, les sociétés l'utilisent, on le fait. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples j'imagine, quand on fusionne des sociétés, quand on va sur de nouveaux marchés, quand on crée des filiales, on fait tout un tas de profilage industriel, économique. Et quelles sont les cartographies ? Qu'est-ce qu'on regarde et comment on le fait ? Je voulais vous montrer une matrice qui m'avait beaucoup impressionnée. Alors la cartographie, c'est la deuxième étape. Je disais, on ne va jamais assez loin dans la préparation. Quand on est sur des gros deals. Des gros deals. Si vous prenez la peine de profiler votre banquière quand vous allez négocier un prêt immobilier, vous imaginez bien que sur les contrats... On est à la limite du stalking, là. Oui, effectivement. Vous imaginez bien que des contrats à 500 millions ou 1 milliard, on va beaucoup plus loin. Et en fait, il y a différentes étapes. D'abord, on commence par profiler les personnes et profiler les organisations. D'accord. Et qu'est-ce qu'on regarde sur les uns et les autres ? On regarde la capacité d'influence, on regarde la maîtrise technologique, on regarde la puissance commerciale, au moins pour les organisations. On regarde s'il y a d'éventuels contentieux, on regarde s'il y a des dépôts de brevets, on regarde les équipes, on regarde les équipes dirigeantes et on profile chacun des dirigeants. On regarde s'il y a des risques liés aux dirigeants, on regarde les réseaux qui sont potentiellement rattachés à ces dirigeants, on regarde les partenaires, les actionnaires. On peut aller très loin et on peut arriver facilement avec des listes de plusieurs centaines de personnes qui peuvent de près ou de loin prendre part à la négociation du contrat. Une fois qu'on a tous ces noms-là, soit on peut les mettre sous forme de liste et dans ce cas-là on a un annuaire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Soit on peut les mettre à plat et faire ce qu'on appelle une cartographie, c'est-à-dire les mettre graphiquement sur une feuille pour les relier ensemble et voir quels sont les liens qui peuvent exister. Une sorte de matrice à la BCG, mais avec des gens dessus et des réseaux. D'accord. Pour voir quels sont les liens qui peuvent exister entre eux et lesquels seraient utiles à actionner. Et puis, une fois qu'on a cette cartographie-là, le travail n'est pas encore fini, puisqu'on a tous les acteurs qui sont positionnés sur une carte. Mais on ne sait pas comment sont ces acteurs. Est-ce qu'ils sont polarisés ? Est-ce qu'ils seront contre nous ? Est-ce qu'ils seront avec nous ? Est-ce que c'est des alliés potentiels ? Est-ce qu'ils sont neutres et qu'il va falloir les convaincre du bien fondé de notre action ? Est-ce qu'ils sont hésitants, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore comment se polariser par rapport au problème ? Et donc, on fait rentrer tous ces acteurs dans des matrices sociodynamiques en essayant de voir est-ce qu'ils sont sur
Est-ce qu'ils seront des alliés? Est-ce que ce seront des adversaires? Est-ce que ce seront des opposants? Et puis une fois qu'on a rempli cette matrice-là... Ce qui doit être le ground zero de tout travail de lobbying. Exactement. Après, il y a différentes méthodes encore plus poussées. Il y en a une notamment que j'aime bien, qui a été développée par l'école de guerre économique, qui est la méthode des échiquiers, qui est de dire que toutes ces personnes qu'on a finalement, qui sont des opposants ou des adversaires, elles agissent sur différents échiquiers. Elles peuvent agir sur Elles peuvent être un opposant un jour sur un point et un allié sur un autre éventuellement. Alors elles évoluent au cours du temps, donc on fait plusieurs matrices avant action et après action, mais les échiquiers, c'est qu'on peut être sur un échiquier médiatique, on peut être sur un échiquier sociétal, on peut être sur un échiquier concurrentiel, et vous comprenez bien qu'un délégué syndical ne joue pas sur le même échiquier. Quand il est à la maison et quand il est... Même pas, ne joue pas sur le même échiquier que le PDG, ou ne joue pas sur le même échiquier qu'un média, ou ne joue pas sur le même échiquier qu'un homme politique, et que par conséquent, en fonction de l'action envisagée, en fonction du résultat, de l'effet final que vous voulez obtenir, quelles sont les bonnes personnes à actionner ou à activer. Et donc on a une sorte, non seulement une cartographie, mais ensuite on a un millefeuille qui donne une épaisseur à la cartographie, c'est ça? Exactement. Ça doit être passionnant. Est-ce que vous avez des exemples de livres ou de MOOC ou de choses comme ça qu'on pourrait donner pour les auditeurs qui seraient intéressés sur ce type de structuration de l'intelligence économique à nous conseiller? Ah, bien sûr. Alors je crois, j'ai vu en passant qu'au mois de janvier, je ne sais plus sur quel MOOC français, il y a un MOOC de négociation de conflits qui a été lancé par la gendarmerie française. Parce que les gendarmes et les policiers ont d'énormes compétences de négociation. Exactement. Et donc, il y a un MOOC qui a démarré là, je crois, il y a une semaine. Mais mais parce que, alors, pour le coup, pour la négociation, on a une vraie expertise. Vous savez que toutes les polices du monde se sont dotées de cellules d'intervention après la prise d'otage de Munich et des Jeux Olympiques de 72, au moment où il y a un échec de la négociation et les Allemands... malheureusement, font énormément d'erreurs, mais tous les pays du monde auraient fait les mêmes erreurs parce que personne n'était préparé à ce genre de prise d'otage. Et qu'à partir de 1973, on a la création du GIGN notamment, qui développe des outils spécifiques pour pouvoir négocier sur ce type de prise d'otage. Et puis, vous avez aussi le GSG9 allemand, etc. Donc, la gendarmerie et puis la police, avec le RAID notamment et les différentes unités spécialisées, ont des vraies capacités de négociation pendant les prises d'otages. Et ils considèrent d'ailleurs que la négociation doit primer. Oui. Et que si jamais il y a des morts, y compris chez les prises d'otages, finalement, l'opération est un échec puisqu'ils essayent de sauver toutes les vies. Et d'ailleurs, il me semble que une des devises du RAID, c'est « l'écoute est notre arme ». C'est-à-dire qu'ils essayent ils privilégient systématiquement la négociation, qui donne énormément de résultats. 99% des prises d'otages qui peuvent avoir lieu en France, que ce soit dans un cadre familial, dans les prisons, peu importe, on n'entend absolument pas parler. C'est vrai. Et personne ne sait exactement. Éric, je vous remercie. Je vous propose une pause musicale avant de continuer. Amis auditeurs, je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui qui est le profiling. Donc Éric, je suis désolée, je vous ai posé 2 questions en une. Quels sont les ouvrages ou les MOOC auxquels nos auditeurs pourraient se référer s'ils veulent aller sur une action plus structurée du profiling? Et ensuite, on leur donnera quelques conseils sur comment commencer dès maintenant en sortant de cette émission. Alors, on pourrait conseiller plein d'ouvrages sur le renseignement humain, sur le renseignement humain à l'ère numérique, sur le manuel de l'intelligence économique, qui est un ouvrage collectif qui a été écrit notamment par un certain nombre de professeurs de l'école de guerre économique. Dont vous, j'imagine? Dont moi, sur la partie négociation. Sur la partie négociation et gestion des conflits. Après, ça peut être un exercice aussi pour les auditeurs, d'essayer de trouver l'information en leur donnant quelques mots-clés. C'est pas mal, ça. Quand vous cherchez de l'information, vous avez deux grands moyens de le trouver. Vous avez tout ce qui est renseignement technologique, c'est-à-dire qui passe par les réseaux sociaux et qui passe par Internet. Et puis vous avez le renseignement humain qui consiste à finalement passer 1 ou 2 coups de fil en espérant que la personne que vous appelez connaîtra la personne que vous ciblez. Il y a énormément de choses sur Internet, il y a énormément de sources, il y a énormément de livres, et en tapant les mots renseignement humain, en tapant les mots renseignement technologique, en tapant les mots profilage, et en recoupant les sources, c'est assez facile de trouver des bons ouvrages. D'accord. Ça peut être un exercice.
Alors, quel est l'avantage? Vous avez été serial entrepreneur et vous l'êtes toujours. Quel est l'avantage de commencer ce type de démarche avant de lancer une boîte, avant de lancer un produit, avant de racheter quelque chose, par exemple? Et quels sont les 2-3 conseils que vous pourriez donner à quelqu'un, soit qui veut lancer une nouvelle activité, donc qui se lance dans une démarche, je mets des guillemets, commerciale, soit qui veut se lancer dans un changement d'activité dans une grande boîte en interne, soit qui veut tout simplement trouver un autre poste en externe. Alors, comment peut-il utiliser ces subtiles choses? Alors d'abord, le profilage fait partie de tout ce qui est intelligence économique, n'est qu'une des fondamentales, un des fondements de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est beaucoup plus large, c'est la gestion du patrimoine informationnel. Grosso modo, comment est-ce que je protège mon information et comment est-ce que je récupère de l'information, en restant naturellement dans le légal. C'est-à-dire que l'intelligence économique, c'est absolument pas une discipline de barbouze, comme vous pouviez l'évoquer tout à l'heure. Moi, ça a peut-être été le cas il y a 50 ans, mais c'est absolument plus le cas, puisque l'intelligence économique fait partie de la sphère privée et qu'à partir du moment où on est dans la sphère privée, on reste dans la stricte légalité et qu'il est absolument hors de question de poser des micros ou de faire des filatures. Ça, c'est l'apanage des États et dans ces cas-là, c'est du renseignement et pas de l'intelligence économique. Ça, c'est le premier point. Après, l'intelligence économique est au service de la définition de la stratégie, est au service de la négociation. Ce n'est qu'un outil, finalement. Bien sûr. Quand vous cherchez à préparer une négociation, quand vous cherchez à définir une stratégie, vous utilisez de l'intelligence économique parce que vous avez besoin d'informations pour pouvoir préparer votre négociation ou définir cette stratégie. Donc ce n'est finalement qu'un outil à ce service-là. Moi, je l'utilise principalement dans la négociation puisque c'est ma matière de prédilection. Et votre passion, je crois. Ma passion et mon métier. Parce que on est tous négociateurs. Oui. Qu'on le veuille ou non, on est tous négociateurs. On négocie avec nos parents, on négocie avec nos enfants, on négocie dans avec le métier, nos collègues. On négocie avec les collègues, on négocie partout et tout le temps. Et qu'il y a certaines négociations qui sont plus importantes que d'autres. Et pour cela, il faut plus d'informations et il faut fouiller un peu plus. Alors, je peux donner 2-3 conseils. Des histoires et des conseils, s'il vous plaît. 2-3 conseils de comment est-ce qu'on peut profiler quelqu'un ou comment est-ce qu'on agence finalement les informations qu'on trouve sur quelqu'un. Puisqu'encore une fois, ce qui va nous paralyser, c'est quelque part le trop-plein d'informations, c'est l'infobésité. Il y a une première dimension, c'est comme une fusée à 3 étages. Il y a un premier étage, quand vous cherchez à profiler quelqu'un, qui concerne tout ce qui est l'environnement de la personne. C'est-à-dire d'abord son état civil, ensuite son réseau, ensuite qu'est-ce qu'elle a fait, son historique, par où elle est passée, quelle école l'a faite, est-ce qu'il y a des réseaux qui apparaissent ou pas, des réseaux d'anciens notamment, est-ce qu'elle a des activités annexes, que ce soit du bénévolat ou peu importe, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée, est-ce qu'il y a un conjoint, est-ce qu'il n'y a pas de conjoint, est-ce qu'il y a des enfants, s'il y a des enfants, quel est le prénom des enfants, qui peuvent aussi donner des informations sur le milieu social, qui peuvent donner des informations sur les aspirations, sur ce en quoi la personne croit. Et puis, donc, l'environnement, ça ne s'arrête pas là. Ça peut être aussi les opinions politiques, ça peut être les opinions religieuses. Encore une fois, il ne s'agit pas de manipuler la personne, il s'agit juste d'avoir le plus d'infos possible pour éviter notamment de commettre des faux pas. Exactement. La grosse gaffe. Pour éviter de commettre des faux pas et pour éviter la gaffe. Et on n'a jamais assez d'informations. Oh oui. J'aide notamment souvent des repreneurs d'entreprises et jusqu'à la fin d'une négociation, au moment où ils rachètent une entreprise, il peut y avoir des faux pas colossaux sur des opinions politiques ou sur ne serait-ce que le fait ou non de chasser ou le fait d'appartenir à une religion ou une autre. Donc ça peut coûter très très cher, ce type d'erreur. Et donc autant les éviter. Exactement. Après, ce qu'il faut aussi, au-delà du fait d'aller chercher l'information de manière active, c'est réfléchir, c'est garder les yeux ouverts. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a énormément d'informations qui sont données par le bureau de la personne. Si vous avez accès au bureau de la personne que vous ciblez parce que vous allez... Quand vous rentrez de façon physique, que vous regardez les photos, est-ce qu'il y a des photos de la famille, quel type d'art est au mur ou est-ce qu'il n'y a pas d'art? Est-ce qu'il y a de l'art, est-ce qu'il n'y a pas d'art? Est-ce que c'est rangé ou pas? À un certain niveau de responsabilité, les personnes peuvent aussi choisir leur mobilier, donc c'est important de voir ce qu'ils ont choisi. Ostentatoire ou pas? Exactement. Quand on moderne choisit ou vieux. un bureau tout en verre, qu'est-ce que ça peut révéler, qu'est-ce que ça peut ne pas révéler? Est-ce qu'il y a plein de dossiers sur les tables? Est-ce qu'il y a des photos des enfants? Et le fond d'écran de l'ordinateur, qu'est-ce que c'est? Etc., etc. Donc on ne va jamais assez loin, mais
Encore une fois, il faut faire attention parce que c'est que des signaux faibles. Bien sûr. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en déduire d'une généralité ou un trait de caractère parce que la personne a mis ses enfants en fond d'écran. Bien sûr. Donc, encore une fois, il faut se méfier de ça. Et plus vous obtenez d'infos, plus vous comprenez que vous ne pouvez pas tirer de généralité. Et donc, plus ça vous pousse à créer un profil unique pour la personne que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est le premier étage, l'environnement de la personne. Où est-ce qu'elle vit, etc. Il y a un deuxième étage qui est tout ce qui est aspect physique de la personne. Alors, je m'explique, c'est pas il est grand ou petit, ou il beau ou pas beau. Beau ou pas beau, ou il a un grand front, donc il est fort en maths. Ça ne marche pas. L'aspect physique, c'est tous les éléments physiques sur lesquels la personne peut jouer. Est-ce qu'elle sera maquillée ou pas? Exactement. S'il a des lunettes, est-ce qu'il y a une marque sur les lunettes? Est-ce qu'il est en costume? Est-ce qu'il est habillé en tenue un peu plus détente? Est-ce que le costume est bien coupé? Est-ce qu'il est mal coupé? Est-ce qu'il a une montre? La montre est devenue un symbole de pouvoir. Pas forcément, mais tout le monde a l'heure sur son téléphone portable, donc de moins en moins de personnes portent des montres. Donc s'il y a une montre, veut dire quelque chose. Forcément il y a une histoire. Est-ce qu'on la porte à quel bras? Est-ce qu'on la porte à gauche? Est-ce qu'on la porte à droite? Ça peut avoir aussi son importance. Est-ce qu'il y a des bijoux apparents? Est-ce que les chaussures sont cirées? Est-ce qu'il y a des boutons de manchette? Est-ce qu'il n'y a pas de boutons de manchette? Bref, tous les petits éléments qui ne sont pas là par hasard, que la personne a choisi, consciemment ou inconsciemment, et qui vont envoyer un message sur elle. Puisque vous le savez, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il faut à peu près 7 secondes au cerveau pour qu'il commence à avoir des préjugés. Et on n'a qu'une fois l'occasion de faire une première bonne impression. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc autant avoir le plus d'informations. Tout à fait. Et le dernier étage, alors le dernier étage, puisqu'on avait l'environnement et puis l'aspect physique, le dernier étage, c'est tout ce qui est le profil psychologique de la cible. Et quand je dis profil psychologique, il ne s'agit pas d'aller très loin parce que ça, c'est l'apanage des psychiatres et des psychologues. Et, ou des coachs, ça, c'est notre émission. Ou des coachs. Non, profil psychologique, c'est essayer de comprendre à quoi la personne marche. Qu'est-ce qu'il a fait lever ce matin, le matin? Est-ce qu'elle marche à l'argent? Est-ce qu'elle marche à l'idéologie parce qu'elle est persuadée de travailler dans la meilleure entreprise du monde? Est-ce qu'elle marche à l'innovation? Est-ce qu'elle marche à l'ego? Est-ce qu'elle marche à la curiosité? Quel est son moteur? Il y a des personnes qui se lèvent parce qu'elles marchent à l'argent et qu'elles veulent gagner de l'argent tous les mois. Si vous essayez de proposer de l'argent à un policier ou à un pompier, ça ne marchera pas parce que marche à l'idéologie, convaincus de la supériorité de leur mission. Et pour le coup, c'est le cas. Il y a des personnes qui marchent à l'ego. Il suffit de les flatter pour que ça soit que ça marche encore mieux. Il y a des personnes, vous leur envoyez des articles, vous alimentez leur côté curieux. Et ben, d'un seul coup, vous arriverez à les mettre dans votre poche. Donc, il y a en fonction de ce moteur-là. Et puis, quand vous avez l'environnement, l'aspect physique et puis le profil de la personne, vous commencez à avoir des éléments et vous commencez à avoir un certain nombre d'éléments. D'abord, vous avez passé un certain nombre d'heures sur la personne, donc vous commencez à mieux la connaître. Et puis une fois que vous avez fait ce travail-là, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à préparer votre négociation en tant que telle et savoir quel élément vous allez utiliser ou pas et dans quel sens vous allez classer vos arguments quand vous allez la rencontrer. Et vous aurez évité de faire un malheureux faux pas. Exactement. Éric Ledelay, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.